La réunion entre le gouvernement et les partis doit aussi évoquer le budget de la sécurité sociale qui sera examiné à partir de demain par les députés après avoir été rejeté en commission vendredi dernier. À La Réunion, le bilan de l'accident de rallye s'alourdit. Une enfant de 8 ans qui avait été hospitalisée en réanimation est décédée hier soir des suites de ses blessures. Annonce du parquet de Saint-Pierre aujourd'hui. Elle est de la même famille que les 2 autres enfants qui avaient perdu la vie après cette sortie de route sur le rallye de Saint-Joseph le dimanche 26 octobre. Plus de 600 poursuites pénales engagées pour harcèlement scolaire. Annonce du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, sur TF1. Des cas entre 2022, date du début de la loi, et fin 2024. Le ministre précise que plus de 4200 mesures pénales alternatives ont aussi été prises pour des faits de harcèlement en milieu scolaire. Le président de la région de Valence en Espagne démissionne plus d'1 an après les inondations meurtrières. Carlos Masson faisait toujours l'objet de vives critiques, accusé de ne pas avoir pris la mesure de la catastrophe. 229 personnes sont mortes dans ces intempéries qui avaient dévasté cette région à l'est de l'Espagne. Et puis en foot, le joueur de Toulouse suspecté d'un geste raciste va passer devant la commission de discipline de la Ligue. Le Norvégien Aron Domoun, mis en cause par l'entraîneur du Havre dès hier après le match de la 11e journée de Ligue 1. Il avait ensuite reçu le soutien de son club qui avait parlé d'une accusation infondée. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la journée mondiale de la gentillesse aujourd'hui. Et justement, on pourrait voir quand est-ce que ce n'est plus de la gentillesse, mais peut-être un peu de la faiblesse ou de la bêtise qui fait que les autres profitent de nous. Et donc à ce moment-là, on a un peu l'impression d'être victime. C'est Samuel Doc qui est avec nous aujourd'hui et on va voir pourquoi certaines personnes se sentent victimes, se sentent toujours victimes. Alors est-ce que c'est une réalité ou une impression qui vient peut-être de leur manque de confiance en elles ou de leur besoin d'exister de cette manière-là ? En fait, j'ai un peu réfléchi au sujet et je me suis dit que de toute façon, on est quand même un peu des animaux. Et si je simplifie, eh bien, il y a les proies d'un côté et puis les prédateurs de l'autre. Alors, autant dire que chez les humains, les forts savent reconnaître les faibles. Par exemple, on le voit bien dans une classe, c'est toujours les mêmes qui se font harceler. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aider un enfant justement à ne pas se sentir victime ? Et puis, dans le domaine professionnel, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Bref, comment se sortir de cette tendance à être victime ? Peut-être qu'il faut déjà savoir ce que c'est qu'être victime. Et c'est ça, Samuel Doc, qui va nous expliquer ça dans un instant. En tout cas, si vous vous sentez concerné, c'est le moment de nous appeler. Et pour ça, vous appelez le 0826 300 300. Samuel Doc, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, le statut de victime, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un statut qui est très revendiqué. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très 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 contemporain et que c'était quelque chose autrefois, je pense, être victime, c'était un statut légal. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque une façon d'exister, que c'est peut-être devenu une identité. Je souffre, je subis, donc je suis. Est-ce que c'est pas un peu dommage ? J'espère que l'émission d'aujourd'hui va nous permettre de sortir peut-être de ces assignations, de ces auto-assignations où on n'existerait que dans une plainte qui nous empêche de reconnaître nos responsabilités, dans nos actes, qui nous empêche aussi de repérer les répétitions dans nos vies. Parce que moi, j'ai fait le lien avec un petit texte de Sigmund Freud où il parle des névroses de destinée. Et de quoi il parle ? Il parle des personnes qui sont tout le temps victimes, qui ont tout le temps des problèmes, mais qui en réalité devraient peut-être s'interroger sur les répétitions qui sont les leurs. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont leur part de responsabilité, vous êtes en train de dire, dans cette répétition d'événements qui les rendent victimes ? Eux, ou peut-être leur inconscient, certaines dynamiques souterraines qui nous poussent à nous mettre dans des situations éternelles. Mais est-ce que c'est pas aussi la société actuelle qui nous encourage à être victimes ? Parce que moi, je vois, par exemple, je reçois énormément de livres de gens qui se posent en victimes Alors, encore une fois, il y a des événements qui nous font mal et qui nous font souffrir, mais en même temps, est-ce qu'il faut revendiquer qu'on est victime, quoi ? Absolument, et vous savez, moi aussi, donc je réfléchissais avant l'émission et je pensais à une de mes patientes qui se reconnaîtra, je pense, en m'entendant parler aujourd'hui, qui, elle, a été vraiment victime. Elle a vécu des situations de maltraitance
invraisemblable, d'une cruauté absolue. Et j'évoquais avec elle l'émission d'aujourd'hui, et elle me disait, mais en fait, moi, je ne me vois pas victime. Je refuse de considérer que je suis une victime parce que ce serait accorder à mes parents le pouvoir de m'avoir détruite, alors qu'en réalité, je vis, je crée, je fais des choses, et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie force dans ce propos. Et pour compléter ma réponse, bien sûr que nous sommes dans une société extrêmement victimaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un tel hyper-individualisme, à nous scruter le nombril en permanence, que la moindre altérité, la moindre dissemblance d'un autre est vécue comme persécutrice. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Peut-être qu'on pourrait réfléchir encore une fois un petit peu plus à nous-mêmes, à nos répétitions, à nos choix, et à quelque chose d'une affirmation de notre identité, plutôt que nous crisper, sur ce statut de victime qui ne veut rien dire. Est-ce que c'est pas là toute la différence ? C'est-à-dire que il faut pas dire je suis victime, mais j'ai été victime d'un accident. Ça change déjà bien les choses. C'est déjà ça peut-être qu'il faut entendre. C'est-à-dire que on n'est pas né victime et on n'est pas victime toute sa vie en fait. On est un être humain et puis de temps en temps, on est victime de quelque chose. Absolument, c'est vrai que le langage a son importance, et j'insiste, je pense aussi la temporalité. Je suis et j'ai été, c'est pas la même chose. Et si nous le sommes continuellement, peut-être que là il y a une certaine matière à s'interroger. Mais encore une fois, il y a une telle coupure, et que vous en parlez en évoquant les ouvrages que vous recevez hors plateau. J'ai l'impression qu'il y a un vrai épanouissement à se dire je souffre, j'ai subi cela. Et c'est une erreur de croire que c'est ce que nous cherchons en thérapie. En thérapie, on cherche plutôt à s'émanciper de ça. On a tous autour de nous des personnes qu'on voit ou qu'on appelle et on leur dit ça va. Oh pas trop, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi personnellement, j'ai plus envie de les appeler. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on se met dans un état de victime permanent, on fait un peu le vide autour de soi quand même. Oui, et le problème c'est que vous voyez, c'est un très très bon exemple. C'est-à-dire que cette personne qui va se plaindre systématiquement au téléphone, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement on ne l'appelle plus, et là elle se plaint en disant mais je ne comprends pas, on ne m'appelle plus, pourquoi, mince. Donc vous voyez que la plainte se nourrit d'elle-même. Et n'oublions pas une chose, vous avez parlé des proies et des prédateurs. Moi ça me fait penser évidemment au travail de Stephen Karpman sur bourreau, sauveur et victime. N'oublions pas que la victime dépend de son bourreau. Elle en dépend. Et l'émission d'aujourd'hui, elle me semble importante parce que c'est l'occasion de sortir de ces schémas de pensée préfabriqués et de dire ok, je suis ni bourreau, ni sauveur, ni victime, je suis moi. Comment est-ce que je peux porter mon désir ? Comment est-ce que je peux identifier qui je suis pour éviter de me mettre dans des situations qui me coûtent en permanence ? Oui, et puis le vrai problème de la victime, c'est qu'elle n'est pas libre. Elle n'est absolument plus libre de sa vie, puisqu'elle est victime et elle est dans une case bien fermée de victime. Et je serais même peut-être un peu polémique en disant cela, et vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les victimes tendent, si je garde l'idée de Stephen Karpman, à devenir des bourreaux. C'est-à-dire qu'à force de dire je suis victime et d'être dans quelque chose où elles se sentent systématiquement persécutées, elles en deviennent elles-mêmes persécutrices pour les autres, et surtout, du fait de ne pas forcément s'interroger sur leurs responsabilités face à leurs actes, ça peut les conduire à devenir ce qu'elles condamnaient elles-mêmes. Et dans les discours parfois très militants et très victimaires et peu constructifs, il y a quelque chose d'une immense haine au final qui s'exprime. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on puisse réfléchir aussi aujourd'hui. C'est comment sortir de cette triade bourreau, victime, sauveur. J'espère. Alors ça demandera peut-être à nos auditeurs un peu de courage, parce que pouvoir admettre qu'on s'épanouit, voire qu'on jouit dans sa propre plainte, ce sera pas forcément facile. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Si vous avez été victime, si vous avez l'impression que vous êtes une victime, venez témoigner. Vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on va écouter Jérôme qui a envie de parler de quelque chose qui semble être un petit peu dépassé. On l'écoute dans un instant. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Samuel Doc qui est avec nous, qui a eu envie d'aborder ce sujet qui est assez complexe, mais qui me paraît très important. Et je le dis d'autant plus que Samuel Doc, on le sait, si vous avez lu son livre L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, vous êtes, si je puis dire, un enfant qui a plutôt été victime, et vous en avez fait quelque chose et de beau et de fort et de grand. Donc c'est aussi ça qui vous a donné envie, j'imagine, d'aborder ce sujet. C'est-à-dire que oui, on peut avoir été victime, mais c'est parce qu'on accepte d'en faire quelque chose qu'on peut devenir libre et se relever. Absolument, et une créativité, c'est une matière. Nos blessures sont une matière. Je pense à Georges Braque qui disait « L'art, c'est une blessure qui devient lumière ».
peut-être que notre auditeur Jérôme va nous aider à transformer la blessure en lumière. N'est-ce pas, Jérôme? Bonjour. Je vais faire de mon mieux, en tous les cas, il n'y a pas de souci pour ça. Bonjour à vous deux. Bonjour Jérôme. Vous parlez de bourreaux, de victimes, etc. Mais on est tous des victimes de tous les bourreaux qui sont au premier étage de la société, qui sont notre blanc. Et nous, on écoute les informations, on est des victimes de ces informations qui sont répétées et surrépétées. Oui, mais Jérôme, vous savez que c'est une émission, on ne fait pas de politique. Mais si vous voulez aborder ce sujet, moi je vais juste vous dire, à ce moment-là, relevons-nous et puis arrêtons d'accepter de rester victime. Exactement. Ou alors arrêter la radio, arrêter la télé, mais on est un petit peu, on est un petit peu dans un monde seul, quoi, on va dire. Mais oui, il faut peut-être arrêter la radio, peut-être arrêter tous ces médias. Pas Sud Radio quand même, enfin Jérôme. Non, pas vous, Brigitte. Ah, c'est pour ça que j'allume la radio d'ailleurs. C'est gentil. Non, mais voyez, attention, parce que j'entends ce que vous dites et je crois que beaucoup de Français le pensent fortement et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. On est d'accord. Mais en même temps. Ne restons pas envahis dans ce sentiment que tout va mal, parce que c'est comme ça aussi qu'on reste le dos courbé. Vous comprenez, Jérôme? Dans votre vie, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont bien, et c'est ça qu'il faut voir. Oui, tout à fait. Mais bien sûr qu'il y a des trucs qui vont bien. Quand on s'occupe d'ailleurs, on est victime quand on a les enfants déjà, parce que les enfants, on a beau les aimer, on est victime de les faire... on est victime, c'est pas le mot, on est de tous les faire élever, de les faire pousser, de faire pousser au mieux possible. Et c'est justement, je reviendrai sur ce sujet-là, c'est quand on voit tout ça, on se sent victime d'avoir fait les enfants peut-être. Vous êtes toujours avec la maman en couple? Pas du tout. Ah oui. Vous êtes victime d'elle aussi? Pas du tout. Ah. Non, j'arrive à réglementer à ma façon et à passer à côté. Je crois, Jérôme, j'essaye de vous écouter, de deviner qu'est-ce qui anime ce ras-le-bol et ce sentiment donc d'être victime de beaucoup de choses. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, il y a peut-être plus grand-chose qui vous donne envie, d'avoir envie? Est-ce qu'il y a plus grand-chose? Si, il y a beaucoup trop d'individualisme déjà. Et c'est le fait de ne pas être individuel, je veux dire, de penser qu'à soi. Moi, le premier, je pense à plein d'autres personnes, etc. Si, je suis content d'être ici. D'ailleurs, je me battrai pour ça, d'ailleurs. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les autres, Jérôme, par exemple? Le mieux possible. Je m'occupe souvent plus des autres que de moi, entre guillemets. J'ai toujours la tête haute à dire, tout va bien. Oui. Bon, quelquefois je suis tout seul à me dire tout va mal, mais tout va bien. Et il y a bien pire. Donc, quand tu écoutes un petit peu les infos, quand tu écoutes tout ça, quand tu vois des gens, il n'y a pas besoin d'écouter des infos, il faut juste voir des gens qui sont malheureusement coués. Non, mais ça veut dire déjà une première chose, Jérôme, c'est que vous avez un peu l'impression dans votre vie de ne pas avoir été vraiment compris et de ne pas avoir été reconnu pour ce que vous êtes. Absolument. Possible, peut-être, mais je pense pas. Si, moi, je crois que si. On est deux. Ah oui, c'est très fort dans votre propos. Je suis d'accord avec Brigitte. Vous voyez, et ça c'est important parce que au fond, c'est à vous de comprendre qu'est-ce qui fait que les autres ne vous ont pas compris. Si, ils m'ont compris. Si. Ah oui. Il y a des gens qui veulent y voir et comprendre des choses. Mais peut-être qu'on pourrait réfléchir à une chose. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec Brigitte, que là, ça parle de vous. Mais peut-être que plutôt que de dire je suis victime de mes enfants, je suis victime du politique, Pas de mes enfants, de tout ce qui est à côté des enfants, malheureusement. C'est très beau d'avoir des enfants, il y en a qui n'en ont pas, qui sont malheureux de ne pas l'avoir, etc. Oui. Mais quand on voit le monde vivant aujourd'hui, on les met victimes à eux, d'ailleurs, dans un sens. Oui, enfin, je reprenais juste votre formule, mais peut-être qu'à l'avenir, vous pourriez dire je suis moi. C'est-à-dire changer le vocabulaire qui accompagne cette détresse qui est la vôtre, ou cet aspect, comme dit Brigitte, où voilà, vous êtes à bout et où c'est difficile et où il y a ce poids sur vos épaules. Changer la manière de le dire je suis complexe, je suis humain, je suis fait de nuances, pour sortir justement de ce je suis victime. Est-ce que vous seriez d'accord pour essayer de proscrire presque le terme de votre vocabulaire pour vous emparer en fait de toutes ces forces qui sont les vôtres? Je dis souvent que je suis moi. Je suis vraiment bravo. Je pense que ça, c'est une chose que je hurle même, je dirais. Ah oui. Ah oui. Et on vous entend? Oui, je suis. Alors pourquoi vous avez besoin de hurler?
Ah, je le hurle parce que je dis bien que je suis moi. Je suis Non, moi, mais excusez-moi, hein, je joue un peu sur les mots, mais ça fait sourire Samuel, parce qu'il comprend bien ce que ça veut dire. Vous voyez, quand on dit je hurle, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a de la colère ou le sentiment de ne pas être entendu. Oui, et pour compléter ce que dit Brigitte, Jérôme, j'ai le sentiment que vous ne nous dites pas tout et qu'il y a dû avoir des choses drôlement difficiles dans votre vie. Je me trompe ? Oui et non, comme tout le monde, je dirais, mais moins difficile que d'autres, certainement moins difficile que d'autres. Mais les autres, on s'en fiche, c'est vous qui comptez. Ah oui, mais il faut regarder il faut pour comparer, il faut savoir voir à côté aussi. Mais personne n'a demandé de comparer. Pourquoi comparer? Oui. On forme un duo impeccable, hein, Samuel. On est synchrone. Pourquoi avoir besoin de comparer? Vous avez le droit de considérer que vous avez vécu des choses très difficiles et sans pour autant vous considérer comme une victime définitivement, vous voyez. Je ne suis pas une victime définitivement, c'est sûr ça. Mais ce que vous avez vécu de difficile, peut-être que ça doit aujourd'hui être compris mieux pour que vous puissiez justement en faire quelque chose de lumineux. Je fais en ce moment, je fais beaucoup de choses lumineuses et j'essaie de faire de mon mieux. D'ailleurs, on change un petit peu dans la vie en grandissant. On change beaucoup. On s'assouplit, on va dire. On s'énerve moins. Et non, je fais des choses magnifiques, je dirais. J'ai fait de mon mieux jusqu'à maintenant. Et je dis bien que non, je suis pas là. Enfin, je suis victime, ça, toi, victime. On est moi, je suis de toute façon. Brigitte, oui. La vie, des fois, nous rend victimes, mais on n'est pas si victime que ça quand on va à côté. Mais non, mais déjà être en France, c'est déjà un atout extraordinaire. Parfois, il faut se le rappeler parce que s'il y a on voit quand on regarde un peu les infos des tas d'endroits où c'est pas très facile. Hein. Absolument. Vous faites bien de le rappeler. Et ça aussi, c'est politique. Oui. Quelle serait comme ça votre envie pour je sais pas moi, pour les mois qui viennent? Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est tranquillement. Non, j'ai rien de bien passionnant qui puisse arriver de plus. Ça, vous voyez, là, pareil, là, ça donne pas très envie. Vous savez, une vie, c'est comme une maison. Avant de faire la charpente, il faut s'occuper des fondations, Jérôme. Mais c'est bien fondé déjà, vous inquiétez pas. C'est bien fondé, il n'y a pas de souci, mais non, je veux dire, ça se déroule tout seul. Non. Oui. Bon. Écoute, en tout cas, merci d'avoir témoigné, parce que votre témoignage, je crois qu'il est très parlant. Ah oui. Pour nous d'abord, pour Samuel et moi, et puis pour ceux qui écoutent, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous. On n'a pas eu envie de vous en poser plus de questions, parce qu'on a bien compris que vous n'aviez pas envie d'en parler. Mais c'est lourd à porter, et je pense que de temps en temps, oui, il faut savoir aussi peut-être poser son fardeau pour pouvoir voir un peu plus la lumière, justement. Absolument d'accord avec cette formulation, et je trouve aussi qu'il faut pouvoir oser le négatif, si je puis dire, ce qui nous fait mal, ce qui nous blesse, avant d'aller vers la pensée positive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Brigitte. Bien sûr. Ah oui. C'est pas parce que, je veux dire, quand on souffre, il faut pouvoir reconnaître sa souffrance. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Reconnaître sa souffrance, c'est pas se plaindre et se poser en victime, c'est être tout simplement ce qu'on est et ce qu'on ressent. Oui, bien sûr. Sinon, c'est juste mettre un sparadrap sur une plaie encore ouverte, selon moi. Je sais pas. C'est comme ça que si j'entends votre propos, c'est ce qui résonne à mon oreille. Vous avez tout à fait raison. Donc, vous voyez, Jérôme, je pense qu'il y a des choses qui sont douloureuses pour vous, et c'est pas se poser en victime de reconnaître qu'il y a des choses qui sont douloureuses pour nous. Non, il n'y a rien spécialement de douloureux pour moi. Ce qui est douloureux, c'est d'entendre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se... Après, vous avez raison. Oui, mais on est en France, on est bien. Non, mais Jérôme, si ça prend autant de poids pour vous, c'est qu'il y a quelque chose fondamentalement au fond de vous qui va pas bien. Oui, je suis pas sûr. Oui, c'est l'injustice. Là, oui, mais ça touche votre blessure, votre propre blessure d'injustice, forcément. C'est ça. Parler du rapport au monde extérieur à nous, c'est parler de notre monde intérieur à nous et de notre environnement précoce, celui dans lequel on a grandi. Et Jérôme, effectivement, vous nous offrez un bel exemple de cela aujourd'hui. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
On vous embrasse, Jérôme. Ah oui. Merci d'avoir pris ce temps avec nous et d'avoir échangé avec nous. Et puis on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, on va parler de nos peurs en amour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, les peurs, on en a partout, dans tout le temps, partout, etc. Mais là, on va parler plus particulièrement des peurs en amour, parce que les peurs, ce sont des obstacles, des obstacles à notre bonheur et notre bonheur dans le domaine affectif. Donc, je crois que c'est toujours important de mieux deviner quelles sont nos peurs. Si vous n'en avez pas, je serais un peu surprise parce que c'est rare de n'avoir absolument pas peur. Le même pas peur, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc, voyez quelles sont vos peurs et vous allez peut-être pouvoir comme ça avancer dessus. Alors, je vais citer les grandes peurs. Alors, il y a la peur de perdre l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, bien sûr. Mais pourquoi on a peur de le perdre? C'est là-dessus qu'il faut travailler. La peur du changement. La peur que les choses bougent, que changent. Très fréquente, je trouve, très fréquente. Oui, on aime bien que les choses... C'est d'ailleurs comme ça qu'on tombe dans la routine, par peur du changement. La peur de faire mal à l'autre, la peur d'être jugé, la peur d'avoir mal, la peur d'être ridicule dans la sexualité, bref. Et tout ça, il faut comprendre nos peurs. Alors, est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont venues d'une relation antérieure? Est-ce qu'on peut en parler avec notre partenaire? Ça, c'est important, parce que si on peut échanger avec notre partenaire sur une peur qu'on a, ça va déjà la faire diminuer, sinon on la garde pour soi et le moindre indice va ne faire que l'accentuer. Et puis, qu'est-ce que cachent nos peurs? Moi, je crois que l'opposé de la peur, c'est de chercher la sécurité pour se rassurer, mais à force de vouloir se rassurer, on va créer un comportement qui est parfois antinomique avec l'amour. Donc tout ça est important. Et puis, je crois que c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre qui va atténuer nos peurs. Oui, c'est ça. À la fois une tension vers l'autre et une tension vers soi. Ça, je suis bien d'accord. Et je pense que là, vous en avez donné une liste quasiment exhaustive de ces peurs. Oui, il y en a peut-être d'autres. Des fondamentales. Mais en tout cas, si déjà on ose dire à soi-même nos peurs et peut-être pouvoir les communiquer avec le partenaire, je crois qu'on aura déjà bien avancé. Et puis, si on est avec quelqu'un qui nous aime, le fait qu'on lui confie notre peur ne peut faire que lui donner envie de nous aider et de nous aimer encore plus. Bien sûr, et puis ça nous rend beaucoup plus authentiques dans le lien à l'autre, beaucoup plus authentiques. Le problème, c'est qu'on pense que faire face à ses peurs, c'est être faible. Et c'est pas du tout le cas. Au contraire, il faut une grande force, une grande bravoure pour pouvoir regarder à l'intérieur de soi ce qu'il y a, que ce soit la beauté ou la laideur d'ailleurs, pouvoir se scruter soi. Je suis d'accord avec vous. Bon conseil, bon love conseil. Tout le monde devrait l'appliquer, celui-là. Alors, j'ai le plaisir aussi aujourd'hui de vous proposer de jouer avec Sud Radio et avec Passage du Désir. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner votre pack de 5 jouets, dont des accessoires Lelo. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 et peut-être que vous serez celui ou celle qui va gagner ce pack de 5 jouets. Je vous dis en tout cas bonne chance à tous. On retrouve Flore maintenant qui est avec nous. Bonjour Flore. Bonjour. Bonjour Flore. Merci d'être avec nous. Vous avez été addict à l'alcool et à la cigarette, c'est ça? Pas vraiment. J'ai vu arriver un plaisir immédiat dans des moments de situations très très dures où je me sentais d'ailleurs victime. Oui. Et l'histoire d'une maman qui a une enfant handicapée de 2 ans et le père me quitte enceinte de son frère. Je découvre la justice qui n'entend pas tout et donc Mais déjà, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit je me suis sentie. Vous n'avez pas dit j'ai été. Je le dis bien maintenant. D'accord. J'ai commencé peut-être par la fin. J'ai fait un énorme travail puisque je me suis isolée avec mes 2 enfants pour les éduquer, les construire. J'ai décidé que c'était une priorité, mais je me suis sentie très 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 victime. J'étais je me suis vue comme un lapin raveur qui tournait en rond dans une colère monstrueuse. J'ai dû me faire
touché, pompé le foie par une kiné. J'ai essayé d'arrêter de crier. J'avais des rêves où je parlais et on ne m'entendait pas. C'était horrible, des cauchemars. Puisque la justice ne prend pas en compte l'adultère, ne prend pas en compte l'autre qui vide les comptes, les pensions impayées. Oh, les pensions impayées, si, quand même, normalement, il me semble. Oui, mais il faut aller au tribunal, il faut le prouver, il faut y aller, il faut payer le... C'est très très lourd. En tout cas, ce qu'on entend, et on peut le comprendre, vous avez un enfant qui est avec un handicap, vous êtes enceinte et votre compagnon donc vous abandonne, on va dire ça comme ça. En plus, vous trompez, ça à la limite, je dirais que c'est presque accessoire par rapport au reste, et il part avec votre argent, si j'ai bien compris. Oui, l'argent de les livrets à des enfants, etc. Donc il y a une trahison là, et qui dit trahison dit souvent colère. Oui. Énormément de colère. Et en plus, il me semble donc que vous vous êtes absolument pas senti soutenu par la société, et peut-être que vous n'aviez pas beaucoup de personnes autour de vous qui pouvaient vous aider dans ce moment. Tout le monde s'échappe. Alors, tout le monde, je ne sais pas, tout mais... le monde, non, pas mes meilleurs amis, mais je sens que je fatigue aussi les autres. Moi, quand je dis un hamster qui oui, mais j'entends bien. Mais voyez, ce qui est intéressant, et merci de votre témoignage et de cette sincérité-là, mais on voit bien qu'à ce moment-là, oui, vous traversez une zone de turbulence énorme, et c'est compliqué, et on peut comprendre que à ce moment-là, on se sente qu'on soit en colère, qu'on sente que ce soit injuste, qu'on soit... Absolument. Tout ça me paraît tout à fait normal. Je l'ai assez vite compris, mais je n'arrivais pas à en sortir. D'autant plus qu'il a fallu faire des procès, d'autant plus que j'ai vraiment vécu la solitude avec 2 bébés. J'ai découvert la société. Une société qui n'est pas tant dans le lien. Alors, on vous paye des aides à domicile, etc., mais on vous parle pas, on rentre, on sort, il manque une ce qui est intéressant dans votre témoignage, parce que ça rejoint un peu ce que disait Jérôme en sous-texte, c'est-à-dire qu'on est dans une société où certes on a beaucoup d'amis sur Facebook, mais en fait on est assez seul, c'est-à-dire que les familles sont complètement disloquées, parce que dans votre cas, il y a 50 ans, je crois qu'il y aurait eu votre famille qui aurait été là, qui vous aurait soutenu, enfin... Oui, j'ai eu beaucoup de jugements sur le handicap. Le père aussi a fait des dégâts dans la famille. Mais il a fallu... Ils ont 15 et 13. Et il a fallu qu'ils aient 10 ans, qu'on voit mon travail et qu'on vienne vers moi. Ça... Mais pour revenir à la victimisation... j'ai compris que j'étais en dépendance affective. J'ai compris, je me suis beaucoup posée. Juste, je fumais beaucoup le soir devant la fenêtre. Ma fille m'a dit tu sens mauvais, ça a été génial. Oui. J'en avais marre de fumer, mais j'avais une copine. Puis c'était juste un petit verre le soir pour un moment de plaisir. Personne ne me téléphonait. Vous êtes seul avec 2 bébés. Vous n'avez pas les copines qui téléphonent, et elles ont leur vie d'ailleurs. Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de victime. Alors, étymologiquement, c'est quand même être sacrifié dans les premières définitions. Voilà, on sacrifiait un animal. Et en fin de compte, j'ai fait une découverte de toutes mes nuits seules, étonnamment. Parce que c'était une bête offerte. Bon, après, il y a quelqu'un qui souffre. Enfin, là vous parlez du bouc émissaire, c'est pas tout à fait... Voilà. Oui. Mais on retrouve ça dans les définitions. Je suis allée chercher des... Et en fin de compte, du côté de ma mère, c'est des résistants. Résistants politiques et résistants de la guerre. Et en fin de compte, pour être une victime et se retrouver dans une situation... Alors aussi, j'ai découvert qu'il faut accepter qu'il y a des gens très moches, quoi. Ça. Et qui jouent de la loi, et qui jouent du mensonge. Alors j'ai eu une colère monumentale sur le mensonge. Et j'ai découvert être humain. Mais j'ai découvert que j'étais en résistance. Et j'ai coupé... j'ai travaillé cette coupure avec mon histoire familiale. Et ma grand-mère était alcoolique. Elle avait beaucoup souffert d'un drame aussi personnel. Et j'ai dit, ça vous appartient. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, si j'essaye de saisir assez rapidement, c'est qu'au fond, vous avez choisi une personne toxique... Et vous avez compris que ce choix-là, vous l'aviez fait quand même de manière certes inconsciente, mais vous l'aviez fait. Et qu'il y avait une répétition, oui. Brigitte. Après, j'ai eu
beaucoup de travail EMDR pour accepter que c'est le père de mes enfants. Ça a été d'une douleur. C'est-à-dire, j'ai je tombais pas. enceinte très facilement. J'ai été que 2 ans avec cette personne, mais d'accepter, parce que moi, je suis vraiment, j'étais pour faire une famille à 4 avec enfants et j'adore être en couple et j'ai vécu que de la solitude. Et je suis encore seule parce que là, j'ai moins peur des hommes et je suis actrice de ma vie depuis peu. Mais j'ai fait un travail des scènes traumatiques en EMDR et je suis actrice de ma vie et je suis tombée dans ce scénario. Après, il faut des années pour dézoomer, quoi. Hein. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, ce que je retiens aussi, vous avez dit en début d'intervention que vous étiez prise dans la colère, que vous aviez une difficulté à sortir du silence, que vous aviez le sentiment aussi d'avoir des pensées qui tournaient en boucle. Moi, je peux comprendre dans ce cas-là, Flore, et vraiment de tout cœur, je suis avec vous, que vous ayez trouvé le relais de l'alcool. C'est-à-dire que dans ces cas-là, l'alcool, ça devient une forme. Presque de protothérapie, c'est-à-dire d'essayer de survivre. En fait, c'est pas pour vous, c'est une tentative de survie. Les gens sont très jugeants à l'égard de cela. Voilà, on a toujours un regard très péjoratif, mais en réalité, les personnes que moi, en tout cas, j'ai reçues en consultation qui étaient dans des problématiques addictives, elles font pas ça pour se détruire, elles font ça parce que c'est leur seule manière d'essayer de s'en sortir. C'est un paradoxe, c'est une tentative. Parce que j'ai eu plusieurs psychiatres le long de mes années et elles m'ont dit vous n'êtes pas alcoolique. Et j'ai dit non, mais j'ai besoin du verre. Après, j'ai la chance de connecter à mon corps, danseuse, comédienne, etc. Et sportive. Et je déteste le lendemain, ce côté fatigué, embrumé, insupportable. Et avec les enfants, faut être élégant, faut donner l'exemple. Les enfants m'ont aussi sauvée. En tout cas, ils vous ont permis de tenir debout dans ce moment très difficile, oui. Ça, on l'entend. J'apprécie beaucoup de ce que dit le docteur, parce que justement, Samuel qui est avec nous. Il y avait personne. Le soir, il y avait personne. C'est ça. Ouais. Moi, je vais vous dire un trauma, c'est un secret un peu. J'ai pas entendu mon prénom. Vraiment, dans la semaine, j'entendais maman, mais j'étais plus entourée d'adultes. C'est très fort, très douloureux. J'ai des choses à écrire là-dessus, parce que le soir, les copines avaient quand même leur vie. Après, il y en a qui quand même se sont échappées. Je n'ai pas eu de problème avec le handicap. J'ai autre chose à raconter, c'est que là, j'ai 54 ans. À 26 ans, j'ai perdu mon futur mari, une très grande histoire d'amour en voiture. Il avait 28 ans, j'avais 26 ans. Et la mort de cet homme, je ne me suis pas du tout victimisée. J'ai senti que c'était son heure. Un accident de voiture, c'est tellement horriblement bête, con. Il y en a qui s'en sortent, et d'autres pas, que j'étais séchée par un destin. Et ça a un peu étonné tout le monde. Mais la méchanceté, quelqu'un qui revient, et puis vous êtes lié à vie avec le père des enfants, donc ça, j'ai fait un travail énorme là-dessus, parce que je suis accusée de beaucoup de choses, et j'étais aussi, comme vous dire, peut-être victime de moi-même. Je sais pas. C'est ça. Mais c'est ça. Et puis c'est surtout que je parlais en introduction du triangle de Karpman, c'est-à-dire bourreau, victime, sauveur. La réalité, c'est qu'on est les trois. Nous sommes tous tout. Nous sommes tous tout. Nous avons tous des côtés bourreaux, nous avons tous des côtés sauveurs, nous avons tous des côtés victimes parce qu'on est humains, qu'on est des êtres de nuances. Et ça s'entend. Vous dites très bien que vous avez vécu des traumatismes très graves. Je veux dire, voilà. Et que vous avez essayé de composer. Protection judiciaire, etc. Par contre, sous anonymat. Parce qu'il me poursuivait. Par contre, je coupe pour elle, parce que j'ai tellement envie de dire deux choses, mais j'ai vu que je suis quelqu'un qui a un métier dirigé vers l'autre. Et j'ai beaucoup lu. Et voilà, et maintenant, je trouve que la facture est un peu chère. Oui, en même temps, non mais Flore, c'est clair qu'on entend bien tout ce que vous avez traversé. On n'a pas envie de le traverser à votre place, hein, on est bien d'accord. Mais vous en avez fait quelque chose, et c'est encore une fois ce qui est important. Dans votre témoignage, on n'entend pas une victime à vie. On entend une femme qui s'est redressée, qui a visiblement très bien élevé ses deux enfants avec toutes les difficultés que pourtant vous aviez. Voilà.
Et quand on est victime, on est comme dans l'eau et c'est un eau secours aussi. Mais c'est un marécage. On est dans un marécage quand on est victime. Exactement. Et donc il y a quelque chose qui nous entraîne vers le bas et en même temps on a envie de rejoindre la rive parce que c'est pas très confortable. Mais en même temps il faut tellement de force pour rejoindre la rive qu'on peut rester dans le marécage. Exactement. Et je vais dire une chose. Heureusement que j'ai rencontré cette moche personne, bon, pour rester poli, à 38 ans. Parce que ça aurait été très compliqué. Parce qu'après, j'ai pris d'histoires très, très gratifiantes et nourrices qu'avant. Et je pense qu'ils m'ont sauvée. À tous ceux qui entendent, il faut pas lâcher, il faut écouter ses émotions. Ah oui, alors ça c'est certain. Ça c'est certain. Flore, le conseil que vous donnez à nos auditeurs est tout à fait judicieux. C'est-à-dire que on n'essaie pas de contrôler une pensée ou une émotion. On essaie d'entendre ce qu'elle a à nous dire. En fait, nos émotions sont nos alliés, même quand elles font mal. On se dit tiens. Qu'est-ce qui frappe à la porte de mon esprit? Est-ce la colère, la joie, le dégoût? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'invite à penser? Et puis surtout, vous le dites aussi très bien, c'est que les drames de notre vie sont souvent une invitation à se rencontrer soi-même. Donc ça, je peux que vous donner raison. En tout cas, joli témoignage. Merci beaucoup, beau. Flore. Oui, merci infiniment. Et bon courage. On continue dans un instant avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas également, ou vous pouvez, si vous préférez, envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte votre message au 7 20 18. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes psychothérapeute et particulièrement docteur en psychopathologie. Et c'est pourquoi vous aviez envie d'aborder cette question de la victime. Parce que c'est important de mettre les vrais mots sur ce terme. On est toujours victime sinon, ou jamais d'ailleurs. Et de nommer, et justement, vous dites mettre les vrais mots, c'est pouvoir nommer différemment nos actions, notre histoire, nos émotions, pour transformer la partition et jouer de cette musique autrement, cette musique qu'on appelle l'existence humaine. Eh bien, on va voir ce que nous dit Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Brigitte et Samuel. Bonjour, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai une addiction au sucre et surtout au chocolat. Donc j'en mange énormément pour apaiser la tristesse. Ah, donc vous êtes victime de votre gourmandise. On peut dire ça. Ah, je blague. Et on peut dire que le chocolat c'est mon doudou. Et en Absolument. fait la tristesse, j'ai pu identifier d'où elle venait. C'est quand j'ai des problèmes que je n'arrive pas à régler. Actuellement, c'est le manque d'amour et le manque d'argent. Et là où c'est mauvais comme habitude, c'est le chocolat, c'est que j'en mange jusqu'à avoir mal au ventre et je m'arrête uniquement parce que j'ai mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. Et j'imagine que vous prenez du poids? Alors heureusement non, très peu. Donc, je suis assez active aussi, donc tant mieux. Je suppose que j'élimine comme ça. Mais ça représente des grandes quantités de chocolat alors que vous mangez? En ce moment, je mange du Nutella et un pot, ça doit me faire 24 heures ou 48 heures. Ah oui, quand même. Puis en plus, le Nutella, c'est pas le moins méchant de tous les chocolats. Mais vous dites que vous manquez d'amour et vous manquez d'argent, donc c'est deux choses qui sont quand même pas tout à fait sur le même plan. En effet, c'est que je remarque que quand j'ai une émotion désagréable, je la soulage avec du chocolat. Et j'ai beau agir pour rencontrer quelqu'un ou trouver un complément de salaire, ça se fait pas aussi facilement. Oui, mais vous avez remarqué que vous avez une émotion, vous n'êtes pas bien, vous mangez du chocolat et après vous êtes encore moins bien. Ça, vous l'avez remarqué? Oui, là où je suis moins bien, c'est que j'ai de la culpabilité parce que j'ai mal au ventre. Je me suis fait mal au ventre. Mais ça, c'est la définition même de l'addiction. Absolument. On peut manger un peu de chocolat pour aller mieux et puis se dire ça fait du bien et en effet on va mieux. Quand on est vraiment dans l'addiction, c'est que après on se sent encore plus mal parce que justement on se sent et donc vous êtes vraiment et là il y a peut-être besoin de vous faire aider par rapport à cette addiction. Il y a pas 36 solutions, non? Ah bon, d'accord. Oui, et c'est d'autant plus vrai qu'une addiction, c'est la rencontre d'un désarroi et d'un toxique et d'un objet. Et là, c'est un petit peu la même chose. Vous dites, voilà, je souffre d'une grande solitude et j'ai rencontré quelque part un objet, donc ce chocolat, ce sucre, qui me soulage. Et en plus, vous savez que le sucre, c'est justement vraiment très, très, très addictogène. Je suis d'accord avec Brigitte lorsqu'elle vous invite à vous faire aider parce que peut-être que cette
solitude triste que vous décrivez masque un vécu dépressif en réalité, et comme l'auditrice précédente, que vous cherchez avec cet objet un étayage que vous pourriez peut-être améliorer ou transformer si vous étiez en thérapie, si vous aviez un antidépresseur, si vous étiez en fait véritablement porté et aidé, plutôt que d'essayer de vous aider vous-même avec ce qui manifestement ne vous fait pas du bien, c'est-à-dire le sucre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mon médecin a diagnostiqué une dépression, donc j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et j'ai trouvé un centre de réhabilitation psychologique, et donc voilà, le prochain rendez-vous est dans 1 mois. Ah, voilà. Vous avez vu le flair du psy. Ben oui, parce que vous pouvez pas rencontrer quelqu'un dans l'état dans lequel vous êtes, c'est obligatoirement difficile. Il faut d'abord que vous puissiez être à nouveau bien avec vous-même, vous rencontrer vous-même, si je peux me permettre, et ensuite vous pourrez rencontrer quelqu'un. Comment vous pouvez rencontrer quelqu'un actuellement ? Oui, et je vais vous donner un petit exercice à faire, Émilie, que les autres auditeurs pourront faire aussi. Tous les jours, vous notez une phrase d'une chose que vous avez faite et dont vous êtes fier. C'est pas grand chose, vous mettez, ça va être vraiment même des choses dérisoires. J'ai réussi un créneau en voiture qui était pas facile. J'ai réussi à envoyer un mail que je devais envoyer depuis longtemps. J'ai fini un livre. Même je me suis lavé les dents si vous êtes dans un jour où vous êtes très 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 mélancolique. Une chose. Et ça va vous aider à repenser en fait le rapport à votre identité et à faire tenir quelque chose. Je sais que ça a l'air d'être un conseil un petit peu bébête, un petit peu académique, mais quand on vit une solitude comme ça, quand on n'est plus très fier de soi, qu'on n'a pas une belle image de soi, on peut agir et on peut essayer de reconstituer cognitivement le rapport à soi. Bien sûr, oui. Non, mais notez tous les jours une petite phrase. Tous les jours une petite phrase. Aujourd'hui, j'ai réussi ça. C'est pas grand-chose, personne ne le saura jamais, mais moi je le sais. Et vous en faites une sorte de journal de la valorisation de vous-même. Et ça peut être bien. Parce que sinon, il y a une dévalorisation qui se fait naturellement, comme si tout ce que vous faites n'est pas bien et que la seule chose qui peut vous consoler, c'est le Nutella. Absolument, et surtout que dans ce cas-là, ça génère un immense sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que je suis convaincu que vous culpabilisez, que c'est même pour ça que vous nous appelez, et la culpabilité renforce le désarroi et renforce l'appel de cet objet d'addiction. C'est un cercle sans fin dont il est difficile de sortir. Oui, c'est vrai que jusque-là j'ai essayé de m'en sortir toute seule, mais oui, c'était difficile. Donc je vais faire l'exercice que vous proposez. Ah bah merci Émilie, je suis content. Oui, et puis vous savez Émilie, personne s'en sort tout seul. On s'en sort parce qu'on a des amis, parce qu'on a des parents, parce qu'on a de la famille, parce qu'on a un travail qui nous valorise, parce qu'on a un sport qui nous permet de nous sentir mieux, mais tout seul, on ne peut pas se sortir on n'est pas des animaux solitaires. Absolument. Un seul avenir, l'autre, comme disait Ricoeur. Non, mais c'est vraiment important de comprendre ça, Émilie. Si ça va pas bien, surtout dans notre pays, on a quand même aujourd'hui des tas de moyens de se faire aider. Pas forcément longtemps, mais un petit peu. Et je crois que ça c'est vraiment important. Et si votre médecin en plus vous a dit que vous étiez peut-être dépressive, il faut l'entendre et faire ce qu'il faut pour. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ah oui, surtout si vous avez le rendez-vous, ça c'est vraiment bien parce que ça veut dire que vous ne vous arrêtez pas justement à ce statut de victime du sucre ou d'une addiction. Vous dites ok, il y a une difficulté, je vais en faire quelque chose. Et c'est pour ça, moi, franchement, Émilie, je pense que là vous êtes sur la bonne pente. Oui, vous parlez comme la personne que j'ai rencontrée dans les centres de réhabilitation psychologique. Ah. Mais c'était pas moi. Oui, voilà, positif et c'est des choses en moi que je ne vois pas, mais effectivement, je me bouge les fesses pour m'en sortir. Ah voilà, bah, ça on aimerait l'entendre plus souvent. Et puis on a le droit d'être pas bien par moment et c'est pas grave. Hein. Mais ce qu'il faut pas, c'est penser qu'on peut rien faire. Absolument. Et puis voilà, la dépression, c'est un trouble psychique, ne l'oublions pas, c'est pas une question de volonté. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir se faire aider. Après, voilà, vous le savez, Brigitte, moi je suis très sensible à ça. Donc voilà, Émilie, il faut que vous puissiez vous mobiliser pour sortir de ce cercle infernal. Et puis vous pourrez même nous donner des nouvelles quand ça ira mieux. Oui, avec plaisir, merci. Merci à vous, Émilie. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, je rappelle, vous avez sorti un livre tout petit par la taille, mais
très intéressant qui s'appelle Santé mentale, comment faire face. C'est aux éditions de La Martinière. C'est vraiment un petit livre, mais vous précisez bien ce que c'est que la santé mentale. On en parle beaucoup aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais finalement c'est pas très clair pour la plupart des gens. Mais c'est tellement important. Bien sûr, c'est pour ça que le format est très court et qu'il est très accessible. C'est que c'est une question vitale et que c'est un petit codex de quelques pages qui, à mon avis, pourra aider des gens. Je suis vraiment fier de l'avoir sorti. Vous savez, moi je suis pas trop à me glorifier pour mes livres, mais celui-là, je me dis bon, il va aider des gens. Donc je suis content. Et en plus, il est pas très cher. Donc si ça peut aider, tant mieux. Et ce serait bien d'ailleurs que toutes les personnes qui sont dans le soin sachent de quoi on parle, parce que là, en effet, quand on vous entend, Émilie, on voit bien qu'il y a quelque chose de profond qu'il faut d'abord soigner, et puis après le reste, ça viendra. Mais on peut pas laisser les gens qui sont comme ça avec une sorte de j'ai presque envie de dire de dégoût de vivre. On peut pas les laisser comme ça. Il faut leur donner de quoi aller mieux. Exactement. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est le proverbe. Bon, en tout cas, merci Émilie, et on vous invite vraiment à vous faire aider. Vous êtes promis ? Oui, très bien, merci. Merci infiniment. L'addiction, on voit aussi dans notre société actuelle, elle est en nette augmentation. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui rendent plus facile certaines addictions, et quand on tombe dans une addiction, généralement il y en a d'autres, mais c'est quand même aussi un fléau de notre société, l'addiction. Ah oui, et moi je vois vraiment l'addiction, la numéro 1, là, c'est vraiment celle aux écrans maintenant, je remarque. Je le vois avec mes patients, c'est terrifiant. Collé systématiquement à son smartphone. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une crise du sens, une crise de la spiritualité, c'est-à-dire que je pense vraiment que l'individu contemporain est totalement déboussolé. Il ne sait plus où il va, il ne sait plus comment penser sa souffrance, comment penser son destin. Et l'objet d'addiction, ça le soulage en partie des grandes questions existentielles qu'il n'arrive plus à mettre au travail, à élaborer, à penser, à trouver sur la culture. On anesthésie notre cerveau, je pense. Il y a ce à quoi bon qui évidemment nous fait tomber dans l'addiction, et il faut trouver du sens, il faut retrouver du sens. C'est ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas nous, tous les jours, ensemble, et avec vous bien sûr, au 0826 300 300. On continue après les infos. Je vous propose une petite devinette, elle est assez mignonne. C'est un escargot qui rencontre une limace. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit à cette limace, l'escargot ? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera ravis de vous donner la parole. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins. À la mi-journée, c'est aussi ce mardi que sera remis le prix Renaudot. C'est la fin de ce flash. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel Doc et on se pose la question, y a-t-il un profil de victime ? C'est quoi être victime ? C'est un sujet un peu délicat, parce que bien sûr qu'on peut être victime. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire ce qu'il faut pour ne pas rester dans ce statut de victime, en fait. C'est bien ça le sujet que vous aviez envie d'aborder. Oui, et puis peut-être aussi se dire que c'est circonstancié, qu'on va l'être à un moment donné, et c'est ce que vous disiez quand vous parliez des accidents, mais qu'à un moment donné, c'est aussi pouvoir agir, que de ne pas rester bloqué à cela. J'ai été victime, je suis victime, j'ai été victime, c'est pas un mantra, c'est peut-être un point de départ pour une pensée, pour une réflexion, pour un imaginaire, pour autre chose. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, si vous voyez, je pense à ces personnes qui sont tout le temps en procès contre plein de monde ou autre. Qu'est-ce qui se passe ? Où est notre part de responsabilité ? Et dire qu'il y a une part de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on est en faute. Vous comprenez ? De la même manière que pouvoir refuser le statut de victime, ça ne veut pas dire qu'on est bourreau. Voilà, c'est mettre de la nuance et mettre de l'humanité. En tout cas, c'est ce que je souhaite à nos auditeurs aujourd'hui, même si bien sûr que notre propos pourra être perçu de manière polémique et qu'il s'agit absolument pas d'ensilencer, d'invisibiliser des faits graves, que ce soit pénal ou criminel ou que sais-je. Voilà, non. Pas du tout, c'est pas ça l'idée, c'est juste de ne pas faire de l'état de victime une identité. Je crois, Samuel Doc, je connais assez votre travail pour savoir que c'est pas votre propos du tout, c'est juste pour aider justement les personnes à se redresser et à ne pas courber les chines sans cesse parce qu'on a des choses qui sont difficiles dans la vie. Alors, on va donner la parole à Isabelle, mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. C'est ce petit escargot qui rencontre cette limace. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors, il lui dit...
Pourquoi es-tu SDF? Parce qu'elle n'a pas sa maison sur le dos. C'est pas mal, ça pourrait être la bonne réponse, absolument. Moi, ma réponse, il lui dit, tiens, une nudiste. Trop mignon. Moi, j'aime bien les plaisanteries avec les animaux. Oui, j'en ai d'autres, si vous voulez. Vous les raconterez. Je vous les raconterai. Avec plaisir. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Alors je crois que vous êtes aussi un peu dans l'addiction et c'est vrai que lorsque, d'ailleurs Laurent Carilla, qui est un peu notre spécialiste des addictions, le dit souvent, lorsque on tombe dans l'addiction, c'est souvent parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a une fragilité et c'est important aussi de le dire. Ça ne veut pas dire que on est forcément victime, mais il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, sortons un peu de la pensée. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la finesse. C'est de la nuance. On n'est pas obligé d'être des êtres moraux. Vous comprenez? Il y a cette idée gentil, victime, généreux. Acceptons qu'on a peut-être aussi notre part de laideur pour peut-être la dépasser, mais acceptons que nous soyons des humains, que nous avons des vices, des vertus, des tares, des qualités, des défauts, mais que nous ne sommes pas des agneaux qui respectons toujours les règles. Quoi. Vous voyez, moi j'aimerais bien qu'on puisse démoraliser, au sens de sortir de la morale, la psychologie. On n'a pas à être des êtres moraux, en fait. Pourquoi? On est humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr. Isabelle, allez-y, je vous en prie. Oui, tout à fait. Oui, après, moi, je suis addict à la cigarette. Donc, c'est très, très difficile de s'en sortir. J'ai essayé plusieurs méthodes, je n'y arrive pas. C'est l'addiction la plus difficile à s'en sortir, la cigarette, Isabelle, déjà. Donc, soyez déjà indulgente avec vous-même. Et puis, vous avez essayé, vous allez réessayer, puis à un moment, vous y arriverez. Oui, j'espère. J'espère bien. Il n'y a aucun échec quand on essaie d'arrêter de fumer, vous savez. Il n'y a que des tentatives et chacune nous rapproche du but. Il n'y a pas d'échec. D'accord. Bon, écoutez, j'arrête mercredi normalement. Je vais voir un thérapeute. Je suppose que vous êtes suivi par un spécialiste des addictions? Oui. Bon, c'est important parce que c'est un processus particulier, encore une fois, l'addiction. On parlait tout à l'heure de santé mentale. Il y a des tas on a tous des choses qu'il faut essayer de dépasser, et c'est pas forcément avec les mêmes personnes qu'on peut les dépasser. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que la psychologue du tabac est importante. C'est vrai qu'elle est à l'écoute et ça, c'est bien. Mais bon, c'est nous d'abord. Alors, mais vous fumez depuis très longtemps, j'imagine? Alors, j'ai fumé jeune. J'ai arrêté quand j'ai voulu avoir des enfants. Et j'ai repris au moment du divorce. Ah oui. Dans les circonstances. Vous voyez, on voit bien quand vous avez été enceinte, vous avez su arrêter, vous aviez une motivation suffisante pour arrêter. Donc ça, c'est plutôt déjà... J'ai arrêté avant d'être enceinte même. Oui, mais ça c'est déjà un très bon signe. C'est-à-dire que si la motivation est importante, vous avez su arrêter. Oui. Et puis vous reprenez au divorce, qui est un moment très difficile. C'est un moment difficile, un divorce. C'est ça. Oui, c'est pas évident, mais bon. Donc ça fragilise et on retombe dans l'addiction. C'est ça, voilà. Vous allez vous faire patcher? Vous allez prendre des substituts nicotiniques? Non, je n'y arrive pas avec ça. Ah, pourquoi? Pourquoi? Dites-nous. Je fume autant avec les patchs. Ah d'accord, parce que moi, vous voyez, j'ai travaillé 1 an dans un service d'addictologie et franchement, ça a beaucoup de patients trouvé un vrai support, un vrai soutien avec les substituts nicotiniques. C'est pour ça, et Brigitte Lahaye parlait de Laurent Carilla qui fait un travail remarquable, moi je trouve, en tant qu'addictologue. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un médecin pour réfléchir aussi aux stratégies pour vaincre cette addiction, pour être bien accompagné aussi sur le volet physiologique. Une addiction, c'est aussi biologique, et surtout celle au tabac. D'accord. Vous saviez pas ça? D'accord. Non. Ah bah je vous le dis, c'est peut-être pour ça que vous avez eu des difficultés avec vos précédents sevrages. C'est que votre corps est habitué à recevoir de la nicotine. Si tout à coup vous lui enlevez, il comprend pas en fait. Et c'est pour ça que vous replongez. Oui, ça, oui. Oui, j'avais pas trop compris votre question. Oui, mais moi les patchs,
Eh ben, je fumais autant avec les patchs que sans. Oui, mais ce qui veut dire qu'il y a peut-être aussi le plaisir de mettre la cigarette à la bouche. Ah ben oui. Parce que la cigarette, c'est une habitude, enfin une sorte de... Oui, mais se mettre quelque chose à la bouche, tenir une cigarette, c'est pas rien. Sur le plan du comportemental, ça canalise des tas de choses. Oui. Vous pourriez par exemple prendre une cigarette fausse et la mettre à la bouche, et ça pourrait peut-être par exemple déjà vous éviter d'en fumer quelques-unes par jour, vous voyez ? Oui, oui, oui. Oui, c'est ce qu'elle vous dit là, c'est absolument fondamental. C'est l'oralité, c'est le plaisir de bouche. Et quand je parlais, j'explique tout. Quand je parlais du rapport physiologique, ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il y a aussi une dépendance qui est comportementale et qui est psychologique. Et il va falloir que vous puissiez penser tout ça. Mais j'insiste, franchement, en vous écoutant, je pense qu'il faut un médecin addictologue. Il faut quelqu'un qui vous guide un peu, qui vous coache un peu et qui vous donne de vrais outils. D'accord. Parce que moi, je me suis intéressée justement à cette question de la cigarette parce qu'on rencontre énormément de gens qui fument énormément et qui considèrent que c'est pas grave parce que ils veulent pas reconnaître qu'ils sont dans une addiction. Hein. Bon, c'est pas encore une fois. Non, je parle pas de vous. Et quand vous leur posez la question des cigarettes plaisir, elles sont pas si nombreuses. Les 80% des cigarettes sont des cigarettes de comportement. Oui, mais ça, je veux bien croire. Vous voyez, donc ça c'est quand même très intéressant. Et quand vous parlez avec quelqu'un qui est fumeur, hein, ou fumeuse d'ailleurs, c'est pareil, même s'il y a pour l'instant encore plus d'hommes que de femmes, mais les femmes sont en train de les rattraper, on voit bien qu'à certains moments, il n'y a pas de cigarette. C'est à des moments particuliers. Oui, tout à fait. Il y a des moments où on peut rester 2 heures sans fumer parce qu'on est occupé à faire quelque chose. C'est une sorte de doudou, la cigarette. Et c'est ça qui est aussi très important à comprendre. Oui, mais ça, je sais. J'en suis consciente. Vous dites, vous savez beaucoup de choses, mais vous n'avez pas encore fait. J'arrive pas à y mais vous voyez, là, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est que vous dites, voilà, quelque part, que vous êtes victime de votre addiction, et quand on vous interpelle, vous dites, je sais. Il faut sortir de ça. Sortez de cela. D'accord. Sortez de ce schéma. Libérez-vous. Et ne soyez même pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit. Libérez-vous. Oui, c'est ce que je vais faire. je vais vous écouter. Je vous donnerai des nouvelles. 6 mois, je vous rappellerai. Et puis vous allez voir les économies que vous allez faire, ça va être formidable. Ça c'est bien dit. Oui, énorme. Et demandez une mesure de votre taux de dioxygène expiré, vous allez voir, parce que ça à l'hôpital on le faisait beaucoup et les patients étaient très choqués de voir à quel point leur souffle était entravé par la cigarette et souvent ça leur faisait un tel choc que là ils démarraient un vrai sevrage. J'insiste, c'est le conseil que j'ai à vous donner, voyez un médecin. Je l'ai fait avec l'addictologue, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. Mais pas juste. Attends, je suis psychologue, mais pas juste une psychologue, c'est ça que je veux dire. Non, mais l'addictologue. Voilà. Oui, je l'ai fait, ça, le souffle. Ah, super. Oui, ça fait peur. Bon. Et bon courage, Isabelle. Bravo, Isabelle. Allez-y. Merci beaucoup. Passez une belle après-midi. Vous aussi, Isabelle. Merci beaucoup. Allez, on continue dans un instant et vous pouvez nous rejoindre si vous le désirez, si vous avez envie d'échanger avec Samuel Doc au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Samuel Doc, on va sortir un peu du sujet du jour et des victimes pour écouter Arnaud qui, je crois, va nous parler de cette phrase magique qu'il a entendue et qui l'a fait réagir. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Arnaud. Merci à vous pour m'avoir invité. Je vous en prie, on vous écoute. Oui, alors moi je dirais que la phrase qui m'a vraiment fait comprendre pas mal de choses, c'était une journée banale, hein. Comme toutes les autres, c'était le matin et je m'apercevais que ce que je mangeais, mon petit déjeuner, avait moins de saveur qu'à l'habitude, vraiment sans goût, quoi. Et en fait, je me suis dit, je me posais plein de questions existentielles, ça a toujours été. Et là, ça a été une sorte de questionnement, comme ça, une voix intérieure qui me disait, face à toutes ces choses, toutes ces violences qu'on subit, tout ça, où est Dieu? Et à partir de ce moment-là,
eh bien, il y avait comme une sorte de lucidité qui me disait, donc c'est bien une phrase que vous vous dites à vous-même, hein, c'est bien exactement, ça. Exactement, D'accord. exactement, mais de manière assez claire quand même. Où est Dieu et est-ce que je suis pas en train de construire ma vie sur des principes de conformisme et qu'au final, je n'existais pas vraiment et que je n'étais pas créateur. Et en fait, ce où est Dieu, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et d'être plus conscient, je dirais. Donc ça a été une sorte d'éveil, d'ouverture, vraiment, des yeux, etc. Est-ce que je pourrais dire que vous avez trouvé votre Dieu intérieur ? Peut-être. En suivant de ça, il y avait toute une recherche de qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce qu'est les dogmes, qu'est-ce que la religion, tout ça. Et au final, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, déjà d'être plus épanoui, je pense, et de vraiment avoir cette notion d'être vraiment créateur de ma vie. Et j'ai vraiment eu cette impression-là. À partir du moment où il y a eu ce flash, mais où est Dieu, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le monde est comme ça? Est-ce que moi je suis vraiment épanoui dans ce que je fais? Et après c'est parti et tout s'est ouvert et vraiment c'était assez incroyable. Ça l'est encore, mais je dirais que ça a été ça qui était vraiment l'étincelle. Mais c'est joli ce que vous dites parce que vous voyez c'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est-à-dire que alors qu'est-ce qui fait que à ce moment-là précisément, il y a peut-être eu un rayon de soleil qui a illuminé la pièce ou un oiseau qui s'est posé sur. Je dis n'importe quoi, Arnaud. Hein, c'est juste pour expliquer qu'il y a quelque chose qui a dû faire écho en vous et qui a créé une sorte d'éveil à la spiritualité, parce que là on est en plein dans ce qu'on appelle la spiritualité au sens large du terme. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y avait quelque chose. J'ai été vraiment. Ce qui a percuté, c'est que mon repas n'avait pas de goût. Vraiment comme une sorte comme si je me lassais de quelque chose, comme si j'étais pas maître finalement de ma propre vie, quoi. Comme si il y avait quelque chose que je répétais et que je perdais en fait ce feu intérieur, quoi. Sans pour autant être dans la religion, etc. Mais il y avait vraiment ce truc de qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de répéter quelque chose qui n'a pas vraiment de sens? Et là, c'était le cas. Donc, je dirais que c'est ça qui m'a vraiment ouvert, éveillé, et ensuite qui a vraiment changé ma vie, je crois. Et alors, de quelle manière? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Dites-nous. Ok. Vous avez rencontré l'amour. Non, même pas. Non, même pas. Dommage. Je dirais que je me suis fortement intéressé à la philosophie, à la théosophie aussi, et puis, mais voilà, maintenant, je suis guérisseur et j'ai une asso de philo et voilà. Et en ça, j'ai vraiment cette sensation d'alignement. Et puis voilà, puis je me suis intéressé à l'astrologie aussi et toutes ces choses qui au final ont beaucoup plus de sens pour moi et j'ai l'impression de vraiment être aligné et épanoui. Oui, mais ce que vous dites est peut-être fait assez écho finalement avec le sujet du jour, parce qu'à partir du moment où on donne du sens à l'existence, eh bien, on peut plus être une victime. Oui, c'est ça. Et surtout inconscient. C'est surtout ou insouciant. Vous voyez? Non. Non, développez, soyez plus précis. Je dirais que face à ce qui permet la conscience, ce qui permet de ne pas être asservi par les habitudes, le train-train, le conformisme, c'est justement la conscience, c'est le courage de la pensée. Et je pense que quand on a le courage de la pensée, on a le devoir d'agir. Voilà. Et puis là, en plus, si vous avez parlé d'une association de philo, c'est ça? Exactement. Donc là, ça doit vous mettre du lien aux autres, donc ça vous sort aussi de cette solitude et de ce... Vous aidez les autres aussi, parce que quand vous parlez de conscience, finalement, vous parlez du sens de la responsabilité, donc dont Samuel parlait tout à l'heure. Oui. Exactement, on a une asso de philo qui s'appelle Esprit Ardent et en fait c'est joli, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien, je suis très ardent. Voilà, si jamais j'ai un compte Instagram esprit.ardent si vous voulez voir. Donc on est à Toulouse et ce qu'on fait c'est qu'on fait des cercles de parole où on propose des thèmes et ça permet en fait de chacun de réfléchir aussi et des problèmes de société mais de manière vraiment très simple quoi. Et on participe à l'intelligence collective aussi et par l'intelligence collective chacun apprend. Il y a personne qui se prétend être au-dessus. Il y a des médiateurs qui permettent de donner la parole. Mais ça,
c'est vraiment, ça participe en fait. Il y a de l'échange, il y a de l'échange et sincèrement, si aujourd'hui on a autant de gens anxieux, dépressifs, c'est parce que ça manque d'échange justement. Exactement. Donc vous faites quelque chose de très utile, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Et je dirais même que ça rassure. Parce que des fois, quand, par exemple, je sais pas moi, face à l'intelligence artificielle ou face à des choses ou à des guerres, à des choses, eh ben, on a besoin aussi de voir que ce qu'on ressent, cette espèce d'anxiété, est aussi commune. Et en ça, eh ben, ça rassure. On se dit qu'on n'est pas seul. Et puis oui, je trouve que c'est vraiment un chouette moment en tout cas. Et puis c'est vraiment très enrichissant pour nous comme pour les autres, quoi. Ah ben, vous avez l'air très heureux. Non, mais ce qui est formidable, vous voyez, c'est que de ce moment un peu particulier que vous avez rencontré ce matin-là, eh bien, vous en avez fait quelque chose. Ça a été créatif de votre vie, et vous en faites quelque chose, et vous retransmettez. Et c'est ça la vie, en fait. C'est que enfin, l'artiste, il fait une œuvre d'art, mais il la fait pas pour lui, il la fait pour que les autres en profitent. Le médecin, il fait des études pour pouvoir soigner les autres. Enfin, je veux dire, on est des êtres qui avons besoin d'être reliés, et on fait pas les choses pour nous. C'est ça, être humain, me semble-t-il. Et quelque part, voilà, sortir de ce statut de victime, c'est s'inscrire dans le collectif. C'est pouvoir se rendre compte que notre humanité dialogue avec toutes ces altérités autour de nous. Ouais, je rejoins Brigitte une fois encore. Eh ben, c'est un très beau témoignage que vous nous offrez, Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on fait une petite pause, on va revenir avec le sexo conseil du jour, identifier les messages que vous avez reçus en matière d'éducation sexuelle. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Toute cette semaine, rendez Brigitte Lahaie Sud Radio, le sexo conseil. Alors, Samuel Doc, nous allons nous identifier aux messages que nous avons reçus dans notre éducation sexuelle, n'est-ce pas? Bon, bref, tout ça, c'est parce que on a tous reçu des messages quand on était enfant, par la société dans laquelle on a grandi, par notre culture, etc., etc. Et le meilleur moyen de se libérer des messages négatifs, c'est juste de les reconnaître quand ils ont été négatifs. Donc, c'est le propos de ce sexo conseil. Quelle a été votre éducation sexuelle? Comment vos parents déjà vous ont présenté la chose? J'adore ce terme, la chose, parce que déjà quand on nous présente la chose, ça part pas bien, hein, parce que c'est pas une chose, ou ce ça, vous savez le ça dont on parle parfois. Bon, donc déjà ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, la première fois, est-ce que c'est un échec ou un succès? Ça a son importance, vous êtes bien d'accord? Quand c'est un échec, c'est plus difficile. Ensuite, où on en est de nos connaissances anatomiques, parce que moi je vois bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pourtant adultes, qui font l'amour, mais qui ont des lacunes en ce qui concerne les organes génitaux et comment ça marche, qui évidemment au premier étage sont complètement perdus parce qu'ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'on sait du rôle de la reproduction dans le désir, dans l'envie, dans la sexualité humaine? Quelle place joue notre culture, notre religion dans notre vie? Quelle place a la pornographie aussi dans notre existence? Quel est notre rapport à la masturbation? Est-ce que la sexualité c'est plutôt un plaisir, un jeu, un besoin, un moyen de maintenir le lien? Vous avez 4 possibilités là, il faut cocher une case. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites comme différence entre le cœur et le sexe? Si on répond vraiment déjà bien à toutes ces questions, on va avancer sur sa sexualité. Qu'est-ce que ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que la sexualité, c'est quelque chose qu'il convient de réfléchir, qu'on pense. Vous avez dit cette phrase, vous avez dit que notre premier organe sexuel, c'est notre cerveau. Et ça, moi, j'en suis absolument convaincu. Et quand vous parlez des messages, des discours qui nous ont été transmis, je pense que c'est aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on a constitué notre imaginaire érotique, nos fantasmes. Le fantasme, ça se pense. Ça se pense. Comment est-ce qu'on développe nos fantaisies sexuelles? Ça, j'en sais quelque chose. Eh bien, ça se réfléchit. Toute une culture, tout un cinéma, par exemple, peut nous influencer. Vous voyez? Bien sûr. On garde des images fortes. Moi, j'en parle même moi concernant ma propre sexualité.
on est marqué par toute une culture. On n'est pas seul dans sa sexualité. Il y a un monde qui s'exprime à travers notre sexualité. Mais oui, c'est très cognitif, ça s'est construit en fonction de tout ce qu'on a traversé, évidemment. Oui, donc merci pour ce Sexo Conseil. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis ravie de l'apprendre. Et puis tiens, je vais vous aider justement à avancer dans le jeu de votre sexualité grâce justement à Lelo et à Sud Radio, parce que c'est le moment encore où vous pouvez gagner votre pack de 5 jouets, donc des accessoires Lelo. Lelo, c'est une très très belle marque de jouets intimes. Et si vous avez envie de gagner ce pack, eh bien vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera l'heureux ou l'heureuse gagnante. Steve, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Samuel Doc qui est avec nous. Oui, bonjour Samuel. Enchanté. Bonjour. Oui, c'était donc, merci beaucoup de votre invitation. C'était sur les addictions. Oui, vous êtes aussi victime d'addiction? Alors, l'addiction, comme je disais à la dame qui m'a accueilli au téléphone, je disais que c'était des addictions concernant tout ce qui est drogue, alcool, tout ça, non, mais c'était beaucoup l'addiction, je dirais, par rapport aux autres, en fait. J'avais un besoin important, en fait, d'être tout le temps entouré. D'accord. Vous n'aimiez pas être seul? En fait, il y a une contradiction et là aujourd'hui j'ai 53 ans et en fait je m'aperçois que le travail est encore long, le chemin est long, comme on dit, le chemin de l'éveil est long, mais je suis plus en congruence aujourd'hui qu'avant. C'est bien, ça veut dire que vous avancez, vous ne restez pas sur place. J'essaie un peu tous les jours. Non mais parce que vous disiez que vous aviez besoin d'être entouré, mais il y a plusieurs raisons. On peut avoir besoin d'avoir sa cour pour être le roi. On peut avoir besoin d'être entouré parce qu'on n'est pas bien quand on est seul. Ça réveille nos angoisses. On a besoin d'être entouré parce qu'on a besoin d'être aimé. Enfin, vous voyez, il y a plein de raisons qui font que. Et c'était quoi chez vous? Alors en fait, c'était plus un besoin de reconnaissance en fait, c'est-à-dire que je recherchais chez l'autre, si vous voulez, ce besoin d'être pas connu, mais reconnu plutôt. En fait, j'avais beaucoup de mal à considérer mes valeurs et ce que j'étais. Donc oui, j'ai fait de belles rencontres et c'était vraiment C'était une réassurance narcissique, Samuel Doc, c'est comme ça que vous diriez? Oui, ce qui veut dire que quelque part dans cette dépendance, vous étiez victime, mais de vous-même. Oui, complètement. C'est-à-dire que, alors c'est pour ça que je disais le paradoxe et la congruence, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, aujourd'hui, c'est pas que j'aime être seul, mais la solitude, en fait, pas l'isolement, j'essaie de faire un peu la différence entre les deux. Vous avez raison. Je vis de façon harmonieuse, c'est pas que je pense, c'est que c'est ma solitude, en fait, vous voyez. En fait, je m'ennuie pas seul. Et donc, c'est pour ça que il y avait quelque chose qui allait pas trop, parce que j'aimais bien le groupe, mais à un moment donné, c'était trop. Je vais vous donner un exemple par rapport au fait que j'avais un besoin et moins envie d'être plus besoin qu'envie d'être avec l'autre et le groupe. C'est que je me suis retrouvé, c'est cocasse un peu ce que je veux vous raconter, bon c'est léger, mais je me suis retrouvé, j'avais beaucoup de mal à dire non, je crois que ça va ensemble. Et en fait je me suis retrouvé 2 fois, j'étais invité à une soirée, j'ai dit oui, et j'étais invité à une autre soirée, j'ai dit oui, en même temps, le même jour. Vous voyez ? Ah oui, d'accord. Voilà, ça pouvait aller jusque-là, de pas décevoir, de pas tout ça. Enfin, vous voyez, c'est assez profond. Et en fait, je me suis dit, mais t'as réellement envie d'être avec l'autre ou c'est vraiment un besoin? C'est pour ça que je me permets de proposer le mot addiction, parce que je pense que c'était le cas. Ah bah oui, on parlerait de dépendance affective, de dépendance, oui, bien sûr. Oui, j'en étais là en fait. Alors je reviens sur ce que je disais, c'était un réel plaisir et une envie quand même d'être avec l'autre, mais voilà, au bout d'un moment c'était trop. Et ce trop, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense avoir trouvé une bribe, vous voyez. Mais comme je vous dis, là, ça va quand même mieux à 50 ans. Mais bon, voilà, j'ai quand même des réminiscences de vous voyez, d'appeler, de solliciter sans arrêt. Et voilà, j'essaie de trouver ce point d'équilibre entre les deux. Maintenant, Steve, peut-être qu'il faut être un petit peu indulgent avec vous-même. Dans ce que j'entends, c'est plutôt l'envie de vous sentir utile pour les autres, qui c'est de l'altruisme, me semble-t-il, un petit peu quand même. Ça, c'est pas négatif.
Non, c'est pas négatif, mais ça m'a. Aimer rendre service, c'est quelque chose qui est plutôt, à partir du moment évidemment où on n'est pas en train de tout le temps s'oublier pour les autres. Mais vous êtes d'accord, Samuel Doc, l'altruisme, aider les autres, être content de pouvoir rendre service, c'est pas si mal. C'est toujours une question de seuil. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout peut être favorable ou défavorable à une personne en fonction de la proportion que ça prend dans sa vie, c'est juste ça. Après, faire de son symptôme une vigueur, ça, je trouve ça intéressant. On peut avoir effectivement besoin des autres et chérir les autres, mais Freud le disait très bien, si tu aimes ton prochain comme toi-même, que reste-t-il pour toi-même ? Il faut que Steve garde quelque chose pour Steve. Oui, alors merci beaucoup parce que c'est de précieux conseils. Merci pour cette réflexion. Et du coup, ça m'a emmené à ma posture concernant mon parcours professionnel. Vous voyez, par rapport à mon parcours professionnel, je suis dans les soins de confort, ce qu'on appelle. Vous voyez. Mon métier depuis l'âge de 19 ans, j'exerce en tant que magnétiseur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites du bien aux autres, oui. Oui, mais je me suis posé la question aussi parce que je me dis, mais attends, mais est-ce que tu as réellement envie d'aider l'autre? Oui, fondamentalement oui. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que j'étais relativement dans une posture de confort. Pourquoi? Je vais vous dire, parce qu'en fait, vous savez, des fois dans le magnétisme, ça marche beaucoup avec le bouche à oreille. Vous voyez? Et donc, en fait, ça se faisait tout seul. C'est-à-dire que les personnes appelaient d'une autre personne, etc. Donc, je n'avais pas besoin de faire l'effort pour, créer ma patientèle, en fait. Et du coup, je me suis retrouvé dans une posture de confort. Je me dis, voilà. Et donc, ça m'a fait travailler sur l'ego aussi, vous voyez. Je me dis, attends. On va essayer de recentrer un peu tout ça. Et bon, voilà, c'est pour ça que votre comment ça s'appelle, ce que vous proposez comme réflexion, ça m'a parlé. Oui, mais enfin, si je comprends bien, Steve, au début de votre témoignage, vous disiez que vous aviez besoin d'être reconnu par les autres. Bon, donc si le bouche à oreille marche bien, ça nourrit ce besoin d'être reconnu et c'est plutôt positif. Vous n'y voyez pas forcément de l'ego mal placé. Et puis avoir un peu d'ego, c'est nécessaire aussi pour tenir. Hein. Et oui, mais comme j'avais un problème avec mon image, vous voyez, l'interprétation de soi, l'image. Oui, mais là vous êtes un peu dur avec. Je vous trouve un peu dur avec vous-même là, quand même, Steve. Ok. Non, vous n'êtes pas d'accord, Samuel? Si, absolument d'accord. Et en fait, et là, vous nommez des choses très importantes, c'est qu'il y a des conforts qui deviennent totalement inconfortables. La pensée suggère qu'il faut quand même un petit peu d'inconfort. Il faut accepter qu'il y ait un peu d'inconfort dans la vie et que les choses, ne peuvent pas être sous contrôle. Voilà. Et ça, je trouve qu'on l'entend très très fort et très justement dans votre propos, Steve. Il faut faire attention à cela, à accepter que tout n'est pas contrôlable. Ouais. Et c'est là aussi qu'on voit que parfois, quand on prend justement soin des autres, c'est parce qu'en fait, ça nous épargne d'avoir à prendre soin de nous-mêmes. Certaines personnes prennent beaucoup soin des autres parce qu'elles sont incapables, en fait, de prendre soin d'elles-mêmes. Et ça, j'ai l'impression que ça a été un peu votre cas, Steve. Surtout que vous avez commencé à travailler assez jeune. Vous avez commencé à travailler assez jeune. Peut-être trop jeune, ouais. C'est pas le sujet de parler de mon parcours, mais trop jeune. Bref, en tout cas, je me suis retrouvé un petit peu addict de cette posture. Vous voyez, ça allait jusque-là. Ah bah oui. Et aujourd'hui, je suis... Alors, est-ce que ça a un lien ou pas? Pour moi, ça a un lien. Le fait simplement de dire non et de ne pas me justifier par rapport à une invitation, par rapport à... Là, si vous voulez, par rapport à mon parcours professionnel, j'ai été dans l'obligation d'arrêter. Je ne vais pas en dire plus, mais il fallait que j'arrête pour des raisons même de santé. Vous voyez, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Et du coup, ça m'est difficile, mais je dis non. En fait, c'est pas égoïste, mais un peu pour moi. Parce que sinon, c'est ce qu'on dit. C'est un peu fort ce que je dis, mais j'en étais pas loin. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Hein, c'est toujours la même chose. Oui, mais l'autre vous demande surtout de vous justifier. Alors c'est particulier le non, en fait. Parce que si vous dites non sans justifier, des fois ça dérange l'autre. Et du coup, vous partez un petit peu dans des méandres, un petit peu, et dire non, c'est simplement une réponse, quoi, en fait. C'est pas un rejet de l'autre. Donc voilà où j'en étais. C'est complexe, hein, c'est complexe. Bien sûr que quand on nous dit non, c'est de toute façon jamais très agréable à entendre. Donc c'est toujours mieux de dire non avec un petit peu de rondeur, hein, quand même. Oui, tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, je considère que j'ai plus envie de faire les choses que besoin. Vous voyez? Ce besoin. En tout cas, vous avancez, c'est ça qui est important, c'est ça qui est bien.
Vous savez, Brigitte, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a, c'est un peu tous les jours. C'est pas trop mal. C'est déjà bien. Bon, si tout le monde faisait un peu tous les jours, peut-être que la Terre tournerait mieux. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, voilà le chemin. Et encore une fois, je tenais à vous remercier pour toutes les émissions que vous proposez avec des intervenantes de qualité, parce que je puis vous dire que c'est aidant. Je vais parler pour moi, mais pour beaucoup de personnes en fait, parce que je parle avec beaucoup de personnes autour de moi. Et je dis, écoutez, il y a des gens qui font des choses bien pour accompagner et aider un petit peu les autres. Et en l'occurrence, ça vous concerne, Brigitte, et toute l'équipe de Sud Radio. C'est gentil de faire découvrir cette émission à tous ceux qui vous entourent. Merci Steve. Ah oui, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. Il va déjà être temps de conclure et on va donner la parole, je pense, à Pierre dans un instant qui a aussi un témoignage intéressant, vous allez voir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et je rappelle ce livre Santé mentale, comment faire face, c'est aux éditions de La Martinière. C'est un petit guide pratique que je conseille à toutes les personnes qui sont dans le soin, justement. Ça vous permettra de faire la différence entre quelqu'un qui est malade ou qui vient pour se faire soigner, et puis quelqu'un qui est réellement en maladie mentale et qui a besoin à ce moment-là d'être suivi par quelqu'un qui travaille sur est-ce que c'est quand même c'est pas n'importe qui peut aider des personnes qui sont avec des problèmes de santé mentale. Exactement, il faut faire très attention à qui on consulte. Oui. Bien sûr, c'est le rôle. Hein. On peut pas soigner tout le monde, donc il faut avoir l'intelligence de rediriger vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas dans nos compétences. Et à l'heure où beaucoup de coachs en tout genre sévissent sur Instagram ou autre, je le dis et je le redis, tournez-vous plutôt vers des psychologues et vers des psychiatres. Toujours, en première instance. Oui, parce que c'est toujours le problème aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut se mettre coach. Oui. Donc c'est une étiquette qui est dans l'air du temps, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, tandis que lorsqu'on est psychologue, on a fait des études quand même, donc on a un minimum de savoir quand même qui peut être... encore une fois, il y a des très bons coachs et il y a des très mauvais psychologues. Hein, bien sûr. Mais c'est toujours pareil, hein, si vous ne vous sentez pas bien écouté avec la personne que vous avez rencontrée, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous. Pierre, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Ravi de vous avoir. Eh bien, juste avant d'entrer dans ce que je voulais un peu raconter, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit la personne juste avant, que j'ai trouvé vraiment génial, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Toujours pouvoir dire oui à soi et non à l'autre. Et avant, moi, je disais toujours oui aux autres et non à moi. Et c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années et qui m'a pourri la vie, littéralement. Parce qu'on oublie d'exister. Et pour le coup, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Mais je le disais en début d'émission, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Et je crois que là, encore une fois, ce terme, il est mal compris. Parce que être gentil, ça vient de gentilhomme. Chevaleresque. Ça veut être, ça veut dire être quelqu'un d'honnête, de bien. Mais ça veut pas dire oui à tout le monde et se laisser marcher dessus, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est vrai que comme il disait à la fin, je dirais en fait on se fait bouffer en fait à force. Hein. On dit toujours oui, puis nous on s'oublie totalement et puis on oublie de vivre, d'être ce que l'on est et d'accepter ce que l'on est. Mais il faut aussi savoir que les gens qui nous demandent toujours quelque chose et qui nous donnent rien en échange, ce sont des profiteurs. Hein, ce sont pas des amis, parce que un ami normalement il peut demander bien sûr, mais il a aussi envie de donner. C'est pas, c'est dans les deux sens. Bien sûr. C'est ça. Et du coup, je vais enchaîner sur mon vécu. Allez-y. En fait, moi j'ai grandi jusqu'à mes 40 ans quasiment dans une éducation extrêmement religieuse. Donc parents religieux, grands-parents religieux, donc en évangélique. Voilà, donc assez strict. Donc j'ai vraiment été éduqué là-dedans, comme du coup mon ex-femme et les gens que j'ai pu côtoyer autour de moi. Et c'est ça qui m'a bercé en fait toute ma vie, jusqu'au jour où j'ai fini par divorcer. Mon ex-femme était aussi dedans, hein, je précise.
Et en général, quand on est très très marqué par une religion quelle qu'elle soit, on doit épouser quelqu'un de la même croyance, sinon ça marche pas. C'est ça. Et le jour où du coup on a divorcé, après j'ai tenu encore quelques années, et jusqu'au jour où c'était trop pour moi, parce que du coup je pouvais rencontrer personne d'autre, je pouvais pas me remarier ni quoi que ce soit, et c'est très difficile. Et du coup ce que je voulais dire un petit peu, c'est voilà, c'est pas parce qu'on va grandir dans un modèle qu'on est obligé de le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et là je me suis dit oui à moi, je me suis dit d'abord moi et après les autres. Et pour le coup, je me suis dit oui à moi pour vivre la vie que j'avais envie de vivre, de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, m'y autoriser, et de nouveau accepter que je pouvais être heureux de nouveau, et pas passer ma vie en célibataire jusqu'à la fin de mes jours, ce que j'aurais dû suivre si j'étais resté là-dedans. Ah oui. Ouais, très beau message, très très beau message, invitation au désir, invitation à la liberté, à être soi. Et c'est vrai que la religion peut parfois être un appui, mais c'est aussi parfois un énorme carcan, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement. Alors, je remets pas tout en question parce que ça m'a appris des très belles valeurs. Donc ça, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai fait la part des choses. Oui, mais faut garder les valeurs qui vous ont permis de vous poser et ensuite trouver vos propres valeurs et faire la part des choses et faire le tri. Mais évidemment que c'est pas. Moi, j'ai rien contre la religion. Elle est ennuyeuse quand elle est trop dogmatique ou qu'elle donne des conseils trop stricts qui nous empêchent de nous réaliser nous-mêmes. C'est ça, exactement. En fait, toute notre ligne de vie est conduite avec des dogmes et tout ça. Si on fait pas ça, voilà, on ira en enfer, patati patata. Alors qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pris du recul par rapport à tout ça, quoi. Je dis pas qu'il faut aller voler tout ça, ça vient de tout ça. Il y a des valeurs, voilà, qui sont tout à fait justes. Mais il y a des fois, je pense que ça va beaucoup trop loin. Et du coup, la religion, je dirais, domine notre façon d'être. En fait, on n'a plus le droit d'exister en tant qu'être humain, mais on doit exister à travers des dogmes. Oui, enfin c'est le problème de la croyance, c'est-à-dire que la religion ne devrait pas être une croyance, c'est un guide, ça devrait être un guide spirituel qui donne donc enfin je veux dire quand on regarde les 10 commandements, c'est quelque chose qui devrait même être, enfin c'est très laïque finalement, ça n'a rien de, mais après si c'est trop dirigé vers une morale et qu'on n'a pas le droit de rien faire d'autre que de rester dans une sorte de ligne très très stricte, évidemment qu'on ne peut plus être soi-même, ça c'est sûr. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et moi du coup mon ex-femme elle avait quitté l'église en 2007 ou 2008, donc c'était très très dur au départ, tout comme pour moi, parce que du coup on perd un peu nos repères. Pareil, j'ai des amis qui sont sortis aussi après et qui ont eu beaucoup de mal du coup à se reconstruire après. Mais ce que j'aimerais pouvoir dire à tous ceux qui sont là-dedans, c'est que c'est pas impossible. À partir du moment où on va se donner notre chance, on va se dire oui à soi, on va s'autoriser à exister par nous-mêmes, alors on va pouvoir y sortir. Mais c'était quoi comme religion ? Évangéliste. C'est pas les pires, pourtant, a priori. Non, c'est vrai, il y a pire. Non, mais est-ce que c'est pas un problème de tolérance, en fait ? C'est toujours pareil. C'est que normalement, on peut avoir des croyances, mais la tolérance, c'est d'accepter que l'autre sorte un peu de nos croyances. Oui. Alors, ça fonctionne bien dans les courants, je dirais plutôt pentecôtistes qui sont un peu plus cool. Moi, là où j'étais, c'est la Bible, respect total. Oh oui, alors bonjour. On a un cadre, littéralement, on peut pas en sortir. Oui, je vois, presque un catéchisme, on pourrait dire. Ouais. C'est ça, mais appliqué et vécu. Oh, bonjour le plaisir. Ouais. Ah il y en avait pas. Il y en avait pas, c'est pas... oui, c'est même dangereux parce que c'est aux antithèses de ce qu'est un psychisme humain tendu vers l'autre, vers la chose sexuelle, émotionnelle, amoureuse, vers un esprit humain. C'est complexe, on peut pas l'enfermer dans un dogme comme ça avec des textes à étudier en permanence. Enfin, il y a quelque chose comme ça à rebours de la psychologie humaine dans ce que vous décrivez. Ouais. Mais vos parents, ça y est, vous avez pas de problème avec eux, vous arrivez à communiquer Oui, alors aujourd'hui il n'y a plus de soucis.
Quand au départ j'ai décidé d'arrêter, ça a été très compliqué. Il a fallu mettre beaucoup de distance, il comprenait pas et c'était vraiment compliqué. Pour vous donner juste un petit exemple, donc, j'ai rencontré quelqu'un en 2015, donc là j'allais encore à l'église à ce moment-là. Et le jour où je leur ai dit, du coup je m'étais autorisé à rencontrer quelqu'un, mon père il s'est effondré en pleurs. Ah bon? Oui. J'étais complètement sorti du chemin, que c'était pas possible, quoi. Et c'était une femme? C'était une femme. Parce que si ça avait été un homme, vous auriez eu encore plus de soucis. Vous auriez été lapidé. Ah oui, carrément. Je t'ai déshérité, même si pas pas après ça. Mais... en tout cas, vous avez de l'humour, ça fait plaisir. Oui. Oui, vous sortiez du droit chemin, c'est ça. Hein, oui. Et il vous reconnaissait plus parce que vous sortiez du droit chemin et il avait l'impression de perdre son fils. C'est que son fils était perdu surtout. Oui, c'est ça, exactement. Alors que non, vous vous étiez trouvé. Et moi, je trouve que votre témoignage, il est incroyable parce que vous avez fait preuve d'un courage pour être vous. Et justement, pour refuser ce statut de victime, franchement, vous nous offrez, je pense, le témoignage qu'il fallait pour cette émission, parce que c'est vraiment, ça donne de l'espoir. Moi, j'ai accompagné des personnes en thérapie qui étaient pris à la fois parfois dans des choses religieuses, parfois dans des mouvances sectaires, et je vous assure que là, votre témoignage va être entendu par des personnes qui ont peur d'être dans des conflits de loyauté, qui ont peur de se faire rejeter par leur famille. Vous dites, ça vaut la peine d'être soi, ça vaut la peine d'aimer et de suivre finalement la meilleure Bible qui soit, celle de notre cœur. C'est exactement ça. Bravo. D'accord. Bravo à vous, franchement, bravo pour la bravoure. Bravo. Et merci de ce témoignage pour conclure, Pierre. Écoutez, Samuel, c'est chouette parce qu'on a eu des personnes en fin d'émission qui se sont sorties de leur marécage, puisque je parlais tout à l'heure du marécage. J'aime bien cette image, on dit patauge dans le marécage, c'est saumâtre. Oui, et qui tiennent debout, comme quoi c'est possible. Hein. Et vous savez pourquoi? Quel est le point commun? C'est qu'ils n'ont fait preuve d'aucune complaisance envers eux-mêmes. Ils ont arrêté de dire je suis victime et ils ont dit je suis acteur. Et ça, c'est la promesse d'une vie un petit peu plus honnête et plus authentique vis-à-vis de soi-même. Et meilleure pour soi. Oui. Et pour ceux qui nous entourent, évidemment. Oui. Merci en tout cas, Pierre. Merci beaucoup, Samuel Doc. Je rappelle que vous êtes auteur de beaucoup de livres, notamment aussi les chemins de la thérapie, qui sont aux éditions Plomb également. Pour ceux qui veulent mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de thérapie, ça peut être un très bon guide. Alors, c'est Alain qui habite à Bordeaux, qui sera notre gagnant de ces accessoires Lelo. Et puis, tout de suite, vous retrouvez bien sûr Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, nous recevons Sabrina Philippe qui vient de sortir un livre, un roman qui est assez intéressant, où elle parle un peu de la folie. Et justement, est-ce que c'est pas si mal finalement d'avoir un petit grain de folie? C'est ce qu'on verra ensemble. Et est-ce que vous êtes séduit par les gens qui sont un petit peu fous comme ça? Vous viendrez nous le raconter demain. Sud Radio.